Au cours de 25 années, dans la Pennsylvanie du XIXe siècle, 5 femmes différentes épousèrent le riche industriel Jeremiah Hartwell. Chacune de ses épouses était intelligente, en bonne santé et pleine de vie lorsqu'elle franchit le seuil de son grand manoir sur Beacon Hill. Mais, une par une, toutes connurent le même destin terrifiant, une dépression mentale complète, survenant quelques mois seulement après avoir emménagé dans la suite principale de la chambre du maître. Le schéma était si constant, si méthodique, que lorsque la vérité éclata enfin en 1835, elle choqua non seulement le comté de Millbrook, mais tout l'État de Pennsylvanie. Ce que les autorités découvrirent n'était ni une coïncidence, ni une malédiction familiale, mais quelque chose de bien plus sinistre, une conspiration délibérée qui avait détruit l'esprit des femmes pendant des décennies. Ce soir, nous révélons la vérité terrifiante sur ce qui s'est réellement passé dans ce manoir et comment un homme a systématiquement conduit 5 épouses à la folie en utilisant des méthodes si calculées qu'elles glacent encore le sang aujourd'hui. Avant de poursuivre l'histoire de Jeremiah Hartwell et de ses malheureuses épouses, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point ces événements sombres se sont produits près de chez vous. Les faits, qui allaient bon les bouleverser la Pennsylvanie, commencèrent dans la prospère ville de Millbrook, nichée dans les vallées riches en charbon, au sud-ouest de Pittsburgh. Vers 1820, la révolution industrielle avait transformé cette paisible communauté agricole en un centre commercial animé, avec des usines fumantes bordant la rivière Monongahela et des familles nouvellement riches, érigeant d'imposants manoirs sur les collines avoisinantes. Jeremiah Hartwell arriva à Millbrook en 1821. Jeune homme ambitieux de 25 ans, doté d'un sens aigu des affaires, il se distinguait de nombreux industriels de son époque qui avaient hérité de leur fortune. Hartwell, lui, avait gravi les échelons à la force du poignet, issu de débuts de modestes dans l'Ohio rural. Son père était forgeron, et Jeremiah avait très tôt compris que la réussite exigeait à la fois intelligence et détermination impitoyables. En moins de 5 ans, il fonda les Hartwell Iron Works, spécialisés dans la fabrication de composants ferroviaires, alors essentiels à l'expansion vers l'ouest des États-Unis. Le manoir Hartwell, achevé en 1828, témoignait de son ascension fulgurante. Perché sur Beacon Hill, dominant la ville, l'édifice géorgien de 3 étages comptait 42 pièces, des installations en marbre, importées, et des jardins soigneusement entretenus, s'étendant sur plusieurs hectares. Les habitants admiraient de sa splendeur, en particulier la suite principale de la chambre du maître, qui occupait toute l'aile est du 2e étage. Hartwell n'avait épargné aucune dépense. Papier peint à la main venu de France, immense lit à baldaquin, sculpté dans du merisier de Pennsylvanie, et hautes fenêtres offrant une vue panoramique sur la vallée. Ce qui rendait la réussite de Hartwell encore plus remarquable, c'était son magnétisme personnel. Mesurant plus d'1,80 m, avec des yeux bleus perçants et des cheveux prématurément argentés, il possédait cette prestance naturelle qui attirait l'attention de ses rivaux comme de ses pairs. Les Sandamsum de la bonne société rivalisaient pour l'inviter à leur réception, tandis que les jeunes filles, de familles influentes, se sentaient inexplicablement attirées par son charme sophistiqué et sa richesse manifeste. Hartwell semblait savoir exactement comment faire sentir à chacun qu'il était la personne la plus importante de la pièce. Cette combinaison de fortune, de charme et de prestige social fit de Jeremiah Hartwell le célibataire le plus convoité de l'ouest de la Pennsylvanie. Lorsqu'il annonça ses fiançailles avec Margaret Dunlap, la fille de 19 ans d'un juge respecté, toute la communauté célébra ce qui paraissait être une union parfaite. Le mariage, célébré en octobre 1829, fut décrit par la Millbrook Gazette comme l'événement social de la décennie. Plus de 300 invités assistèrent à la cérémonie somptueuse à l'église presbytérienne St. Andrews. La transformation de Margaret Hartwell commença lentement,
presque imperceptiblement, au printemps suivant son mariage. Au début, ces changements semblaient donc être de simples ajustements naturels d'une jeune épouse s'adaptant à la vie conjugale. Connue pour son esprit vif et sa conversation enjouée, elle paraissait désormais distraite, souvent perdue dans ses pensées, fixant longuement les fenêtres avec une intensité étrange qui mettait ses invités mal à l'aise. Sa sœur, Catherine Dunlap, rapporta plus tard dans une lettre privée que Margaret avait commencé à parler de la maison comme si elle l'observait. Elle s'interrompait parfois, en pleine conversation, pour se tourner vers une porte vide, écrivait Catherine, comme si quelqu'un l'avait appelée. Quand je lui demandais ce qu'elle avait entendu, elle souriait étrangement et disait « Ce n'est que la maison qui se pose, chère sœur. Les vieilles demeures ont leur propre langage. » À l'été, le comportement de Margaret devint clairement erratique. Elle refusa de dormir ailleurs que dans la chambre principale, affirmant que la maison se sentait mal lorsqu'elle n'était pas à sa place légitime. Le personnel domestique, d'abord charmé par la douceur de sa maîtresse, devint de plus en plus inquiet lorsqu'elle développa ce qu'ils appelaient en secret l'habitude du regard. Elle restait des heures entières devant les fenêtres, non pas pour admirer les jardins ou la ville, mais pour fixer intensément son propre reflet, bougeant légèrement la tête d'un côté à l'autre, comme si elle s'étudiait sous différents angles. Le point de rupture survint par une soirée humide d'août 1830. Les Hartwell recevaient les plusieurs hommes d'affaires de Pittsburgh lorsqu'en plein dîner, Margaret se leva soudainement, s'approcha du grand miroir de la salle et entama une conversation animée avec son reflet. Les invités, stupéfaits, la regardèrent gesticuler avec passion, semblant argumenter avec l'image dans la glace, éclatant parfois d'un rire aigu que personne ne lui connaissait. Elle lui demandait sans cesse pourquoi elle avait l'air si fatiguée, nota dans son journal Thomas Peyton, l'un des convives. Mais le plus troublant, c'était qu'elle semblait attendre des réponses, comme si son reflet lui répondait. Lorsque M. Hartwell tenta doucement de l'éloigner du miroir, elle s'agita et insista qu'elle n'avait pas encore terminé sa conversation. Cette nuit-là, selon le témoignage de Sarah Quinn, la gouvernante, Margaret fut trouvée à 3 heures du matin, entièrement nue, en train d'arracher méthodiquement le papier peint français, bande après bande. Lorsqu'elle entra, Sarah raconta que Margaret se retourna, le sourire paisible, et expliqua qu'elle devait voir ce qu'il y a dessous. Les murs ne révélaient jamais rien d'autre qu'un plâtre ordinaire et des lattes de bois, mais Margaret acquiesça, satisfaite, comme si elle venait de découvrir un secret fondamental. Le docteur Harrison Henley, médecin de famille, fut convoqué le lendemain matin. Son examen révéla une jeune femme de 20 ans physiquement saine, mais souffrant, selon lui, de épuisement nerveux sévère compliqué de mélancolie obsessionnelle. Dans ses notes, qui deviendraient plus tard des preuves cruciales, le docteur Henley écrivit « Madame Hartwell présente une fixation inhabituelle pour les miroirs et les surfaces réfléchissantes, affirmant que son reflet est séparé d'elle-même. Le plus inquiétant est sa conviction absolue que cet autre moi lui transmet des informations sur la maison et son histoire. » En 2 semaines, son état s'aggrava, au point qu'elle nécessitait une surveillance constante. Convaincue que les miroirs de la maison contenaient des messages qu'elle seule pouvait interpréter, elle passait ses journées à aller d'un reflet à l'autre, discutant longuement avec celle qu'elle appelait les autres Margaret. Lorsque la famille tenta de couvrir les miroirs, elle entra dans une violente agitation, grattant les draps jusqu'à s'en faire saigner les doigts. L'incident final eut lieu le 15 septembre 1830. Margaret parvint à rassembler tous les miroirs, pièces d'argenterie et surfaces polies, du manoir dans la chambre principale. Elle les disposa selon un schéma complexe, puis passa la nuit entière, selon la gouvernante, en conférence avec ses autres moi. Au matin, elle ne reconnaissait plus personne, pas même son mari, et ne s'adressait qu'au reflet, qu'elle disait être sa véritable famille. Le docteur Henley, après consultation de ses collègues à Philadelphie, recommanda difficilement son internement à l'hôpital psychiatrique de Pennsylvanie. Par un matin gris d'octobre,
Tandis que les feuilles d'automne tourbillonnaient autour du manoir Hartwell, Margaret fut conduite dans une calèche fermée, criant encore par-dessus son épaule « Je reviendrai bientôt !» Elle devait passer les 43 années suivantes dans cet établissement sans jamais retrouver la raison et sans jamais cesser de chercher des miroirs dans sa chambre, austère. L'internement de Margaret Hartwell provoqua un véritable séisme parmi l'élite sociale de Millbrook, révélant les attitudes complexes de l'époque face à la maladie mentale dans les années 1830. Tandis que certains murmuraient au sujet d'une folie héréditaire ou d'une faiblesse morale, la plupart des familles influentes de la ville se rallièrent autour de Jeremiah, le considérant comme une figure tragique dont le mariage prometteur avait été détruit par des forces indépendantes de sa volonté. La médecine de l'époque attribuait la maladie mentale féminine à de multiples causes, allant de la lecture excessive à la perturbation des rôles naturels de la femme. Le rapport officiel du docteur Henley, remis aux autorités du comté, concluait que l'état de Margaret résultait probablement d'une surstimulation du système nerveux due à une élévation soudaine de son rang social et à de nouvelles responsabilités domestiques. Cette explication satisfaisait la majorité des observateurs, car elle concordait avec les croyances courantes sur la nature délicate de la constitution féminine. Pendant les 3 années qui suivirent l'internement de Margaret, Jeremiah Hartwell vécut en veuf reclus. Il maintenait ses affaires, mais évitait toute mondanité. La chambre principale fut scellée, son mobilier recouvert de draperies blancs, et Hartwell s'installa dans une petite pièce du 3e étage. Le personnel réduit à l'essentiel rapportait que leur maître passait la plupart de ses soirées dans son bureau, penché sur des ouvrages médicaux et des correspondances avec divers médecins à propos de la condition de son épouse. Durant cette période, Hartwell développa une obsession pour ce qu'il appelait la science des afflictions mentales. Il constitua une vaste bibliothèque sur des sujets allant de la phrénologie aux théories européennes les plus récentes sur les troubles nerveux. Ses journaux personnels, découverts plusieurs décennies plus tard, révèlent un homme sincèrement tourmenté par le sort de sa femme, cherchant désespérément des explications rationnelles à son effondrement mental. En 1833, Jeremiah reçut la nouvelle de la mort de Margaret à l'asile. Ces dernières années avaient été marquées par une détérioration physique progressive, accompagnant le déclin de son esprit. Les funérailles furent donc discrètes, limitées à la famille proche. Margaret fut enterrée dans le caveau familial Hartwell, au cimetière de Millbrook, sa pierre tombale ne portant que son nom, ses dates et l'inscription « Épouse bien-aimée, en paix ». Cette tragédie semblait clore un chapitre de la vie de Jeremiah. Mais ceux qui le connaissaient remarquèrent que la mort de Margaret l'avait profondément changé, d'une manière subtile mais durable. Ses associés d'affaires notèrent qu'il avait développé une attention presque obsessionnelle aux détails, tant dans son apparence que dans son environnement. Il exigeait que tous les miroirs de son bureau soient nettoyés 2 fois par jour et avait pris l'habitude de vérifier fréquemment son reflet durant les réunions, comme pour s'assurer qu'il paraissait normal aux yeux des autres. Plus significatif encore, Hartwell recommença à parler de mariage, mais dans des termes qui semblaient froidement analytiques plutôt que romantiques. Il abordait la question d'une épouse convenable avec la même rigueur méthodique qu'il appliquait à ses affaires, élaborant ce qu'il appelait des évaluations de compatibilité pour les candidates potentielles. C'est durant cette période que Hartwell rencontra Elena Rodriguez, fille de 22 ans d'un marchand espagnol qui avait récemment établi des relations commerciales avec le secteur industriel florissant de Pittsburgh. Elena possédait une rare combinaison d'intelligence et de beauté qui captivait immédiatement Hartwell, mais surtout, elle montrait ce qu'il décrivait comme une résilience mentale exceptionnelle lors de leurs entretiens. Leurs fiançailles, annoncées au printemps 1834, surprirent beaucoup de membres de la société de Millbrook, qui croyaient Hartwell incapable de se remarier. Mais ceux qui observaient le couple remarquèrent que Jeremiah semblait avoir retrouvé son charme et sa confiance d'autrefois. Elena, de son côté, paraissait véritablement heureuse et enthousiaste
à l'idée de devenir la maîtresse du grand manoir de Beacon Hill. Le mariage eut lieu en juin 1834, une cérémonie plus modeste que la première, mais toujours élégante, répondant aux attentes sociales. Lorsqu'Helena emménagea dans le manoir, Hartwell prit une décision qui paraîtrait plus tard lourde de sens. Il rouvrit la suite principale, la fit entièrement redécorer avec de nouveaux papiers peints, de nouveaux meubles et surtout une collection toute neuve de miroirs. Helena embrassa son rôle de maîtresse de maison avec grâce et enthousiasme. Elle était particulièrement fière de la chambre principale qu'elle aimait faire visiter aux dames de passage, leur montrant les superbes miroirs qui diffusaient de la lumière dans la vaste pièce. Chaque matin et chaque soir, elle s'asseyait devant le grand miroir de sa coiffeuse, brossant ses longs cheveux noirs, tout en bavardant joyeusement avec sa femme de chambre sur les activités du jour. Pendant les 6 premiers mois de leur mariage, Helena semblait s'épanouir pleinement dans sa nouvelle vie. Elle devint rapidement populaire dans la société locale, connue pour sa chaleur, son intelligence et son intérêt sincère pour les autres. Contrairement à Margaret, plutôt réservée et timide, Helena possédait une confiance naturelle qui faisait d'elle une hôtesse idéale pour les réceptions d'affaires de Jeremiah. Mais à l'hiver 1834, ceux qui lui étaient mal proches commencèrent à remarquer de subtils changements dans son comportement et ses habitudes. Les premiers signes de sa détérioration apparurent en février 1835, des symptômes étrangement similaires à ceux de Margaret, bien que le personnel eût reçu des ordres stricts de ne jamais évoquer la maladie de la précédente Madame Hartwell devant la nouvelle épouse. La femme de chambre d'Helena, Maria Santos, une jeune domestique venue avec elle de la maison paternelle, tint un journal privé où elle nota minutieusement les changements de sa maîtresse. Ces notes, retrouvées des années plus tard dans le grenier du manoir, constituent le témoignage le plus complet de la transformation progressive d'Helena. Señora Helena passe beaucoup plus de temps devant sa coiffeuse, écrivit Maria au début de février. Ce matin, elle était restée à se brosser les cheveux pendant presque 2 heures. Mais elle ne se regardait pas. Elle fixait un point juste à côté de son reflet, comme si elle observait quelqu'un d'autre dans le miroir. Quand je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, elle a répondu « Elle essaie de me dire quelque chose d'important, Maria. Je dois écouter attentivement. » En mars, Helena développa ce qu'elle appelait ses conversations de miroir, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas simplement de se parler à elle-même. Selon les récits de Maria, Helena se plaçait devant divers miroirs de la maison et engageait de véritables dialogues, marquant des pauses pour écouter et répondant à des questions ou remarques inaudibles. Contrairement aux échanges agités de Margaret avec son reflet, ceux d'Helena semblaient paisibles et instructifs. « Elle me dit des choses sur la maison que je n'avais jamais entendues », confia Helena un après-midi à Maria. « À propos de la famille qui vivait ici autrefois, des secrets cachés dans les murs. Elle connaît aussi beaucoup de choses sur la gestion du foyer. Elle m'a donné d'excellents conseils pour organiser le travail du personnel. » Le docteur Henley, toujours médecin de la famille, fut discrètement consulté lorsque le comportement d'Helena devint plus marqué. Ses notes privées de l'époque révèlent une inquiétude croissante devant ce qu'il appela « un parallèle des plus troublants avec l'état de feu Madame Hartwell ». Cependant, les symptômes d'Helena différaient de manière significative, rendant le diagnostic difficile. Alors que Margaret était devenue agitée et incohérente, Helena restait articulée, rationnelle et fonctionnelle dans tous les domaines, sauf dans son rapport au miroir. Le tournant survint en avril 1835, lorsqu'Helena annonça au personnel qu'elle avait appris quelque chose de très important de celle qu'elle appelait désormais la femme du miroir. Elle affirma avoir découvert que la précédente Madame Hartwell était toujours présente dans la maison, piégée dans les surfaces réfléchissantes, essayant d'avertir les futures épouses de la vérité dissimulée derrière les murs. Madame Helena est désormais convaincue que les miroirs contiennent une forme de présence spirituelle, écrivit le docteur Henley à un collègue de Philadelphie. Cependant, contrairement aux cas de manie religieuse
ou d'illusions surnaturelles que j'ai pu observer, elle conserve une parfaite lucidité en toutes autres matières. Elle gère la maison avec efficacité, entretient des relations sociales normales et ne présente aucun signe de détérioration physique associée à la folie. L'obsession semble entièrement centrée sur les surfaces réfléchissantes et sur ce qu'elle croit qu'elle révèle de l'histoire de la demeure. La réaction de Jeremiah face à la maladie de sa seconde épouse différa profondément de celle qu'il avait eue pour Margaret. Au lieu de chercher immédiatement un traitement médical, il entreprit ce qu'il appelait une observation attentive et la documentation du comportement d'Helena. Des journaux de cette période montrent un homme tentant de comprendre le schéma inquiétant qui semblait émerger dans sa propre maison. L'état d'Helena évoluait d'une manière remarquablement semblable à celui de Margaret, écrivit-il, tout en présentant suffisamment de variations pour suggérer que la cause sous-jacente pouvait être environnementale plutôt que constitutionnelle. Les deux femmes étaient parfaitement saines avant d'habiter la suite de la chambre principale. Toutes deux développèrent des fixations avec les miroirs quelques mois après s'y être installées. Toutes deux affirmèrent recevoir de leurs reflets des informations qu'elles ne pouvaient même pas connaître auparavant. Cette approche analytique amena Hartwell à mener ce qu'il appelait des expériences contrôlées sur l'état d'Helena. Il commença à consigner avec précision quels miroirs provoquaient les réactions les plus fortes, à quelles heures de la journée les conversations étaient les plus intenses et quelles informations précises Helena disait recevoir des reflets. Des notes révélaient une tentative systématique de comprendre si des facteurs externes pouvaient contribuer à la détérioration mentale de son épouse. Les expériences produisirent des résultats troublants. Les épisodes les plus intenses d'Helena survenaient dans la chambre principale entre le coucher du soleil et minuit, impliquant toujours le même grand miroir de la coiffeuse qui avait été le centre d'attention de Margaret. Les conversations suivaient des schémas constants. Helena posait des questions sur l'histoire de la maison et recevait ce qu'elle décrivait comme des réponses détaillées concernant les anciens occupants, les pièces cachées et les secrets devant être préservés. Le plus inquiétant était l'affirmation d'Helena selon laquelle le reflet lui avait révélé la vérité sur ce qui était réellement arrivé à la première épouse. Selon Helena, Margaret n'était pas devenue folle, mais avait découvert quelque chose de si choquant au sujet de la maison ou de son propriétaire qu'on l'avait délibérément fait passer pour mentalement malade afin de discréditer ses révélations potentielles. La femme du miroir dit que Margaret en savait trop, déclara Helena à Maria en mai 1835. Elle dit que c'est pour cela que Margaret a dû être envoyée loin pour protéger un secret important. Mais elle dit aussi que Margaret essaie encore de prévenir les gens à travers les miroirs, parce que la vérité doit finir par éclater. À l'été 1835, le comportement d'Helena était devenu impossible à dissimuler à la société de Millbrook. Elle avait commencé à refuser d'assister aux réceptions sociales, à moins que la maison de l'hôte ne contienne des miroirs lui permettant de consulter son conseiller sur les sujets de conversation appropriés. Lorsqu'elle devait participer à des événements sans miroir, elle devenait anxieuse et distraite, s'excusant souvent tôt pour rentrer chez elle poursuivre ses consultations. La situation atteignit un point critique en août 1835, lorsque Helena annonça à Jeremiah qu'elle avait appris quelque chose qui changerait tout dans leur mariage et dans sa position au sein de la communauté. La révélation d'Helena survint un soir d'août étouffant, lorsque la chaleur de l'été semblait presser contre les fenêtres du manoir comme une chose vivante. Jeremiah trouva son épouse dans la chambre principale, assise devant le miroir de la coiffeuse. Mais cette fois, elle ne s'adonnait pas à ses habituelles conversations animées. Elle restait parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux, fixant son reflet avec une expression de profonde tristesse. « Elle m'a montré la vérité sur cette maison, » dit Helena sans détourner les yeux du miroir. « Sur ce que tu fais aux femmes qui vivent dans cette pièce, Jeremiah, sur la véritable raison pour laquelle Margaret est devenue folle. » Selon le journal de Jeremiah, Helena révéla ensuite
une série d'allégations qui le laissèrent abasourdi. Elle affirma que la femme du miroir lui avait montré des passages secrets dans les murs, des pièces cachées, où d'anciens occupants ont été retenus contre leur volonté, ainsi que des preuves de ce qu'elle appelait des expériences médicales pratiquées sur des sujets non consentants. Helena a construit un fantasme élaboré, impliquant des chambres secrètes et des activités clandestines, écrivit Jeremiah. Elle soutient que Margaret a découvert des preuves de ses prétendus crimes et que sa crise mentale a été artificiellement provoquée pour la réduire au silence. Le plus troublant encore était son affirmation selon laquelle les miroirs contiendraient d'une manière ou d'une autre, les souvenirs de ces événements, accessibles seulement aux 10 femmes passant suffisamment de temps dans la chambre principale. Mais les accusations d'Helena allaient bien au-delà de vagues théories du complot. Elles fournissaient des détails précis sur la construction du manoir, affirmant que la femme du miroir lui avait révélé l'existence de passages dissimulés reliant la chambre principale à des sections inoccupées de la maison. Elle décrivait des systèmes de surveillance complexes intégrés au mur. Et, plus choquant encore, elle accusait Jeremiah d'avoir systématiquement drogué ses épouses avec des substances destinées à provoquer des hallucinations et une confusion mentale. « Le médicament que tu me donnes pour mes maux de tête », le confronta Helena ce soir-là, « ce n'est pas un vrai remède, n'est-ce pas? Elle m'a montré ce qu'il fait réellement, comment il fait voir aux femmes des choses qui n'existent pas, comment il les fait paraître folles aux yeux des autres. » La réponse de Jeremiah à ces accusations fut rapide et décisive. Le lendemain matin, il consulta le docteur Henley au sujet de la détérioration rapide de l'état mental d'Helena, insistant sur les délires paranoïaques et les théories du complot qui avaient vite remplacé ses précédentes conversations inoffensives avec les miroirs. Le docteur Henley, déjà préoccupé par les parallèles avec le cas de Margaret, admit qu'Helena représentait un danger potentiel pour elle-même et pour autrui. Madame Hartwell a développé une structure délirante systématique qui reflète d'une manière inquiétante le cas précédent, nota-t-il. Son insistance sur les passages secrets et les activités clandestines suggère une rupture totale avec la réalité, peut-être aggravée par l'isolement et le stress lié à la gestion d'une grande maison. Je crains que sans intervention immédiate, elle n'en vienne à des accès de violence semblables à ceux qui ont marqué les derniers stades de la maladie de la première Madame Hartwell. Mais Helena n'était pas prête à être discrètement internée dans un asile. Au cours des jours suivants, elle entreprit ce qu'elle appelait son enquête, examinant méthodiquement les murs du manoir à la recherche des passages cachés décrits par la femme du miroir. Elle recruta Maria et plusieurs autres membres du personnel, les convainquant de l'aider à chercher des panneaux mobiles, des espaces creux et des portes dissimulées. Ces recherches produisirent des résultats inattendus. Derrière une armoire de la chambre principale, Maria découvrit une section de mur qui résonnait creux lorsqu'on la frappait. Un examen plus approfondi révéla un panneau étroit qui, lorsqu'on le pressait, pivotait vers l'intérieur pour dévoiler un passage étroit courant entre les murs. Ce couloir, à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser, semblait relier plusieurs pièces du 2e étage et comportait ce qu'Helena décrivit comme des ouvertures d'observation, de petits trous permettant à quelqu'un dans le passage de voir à l'intérieur des chambres sans être remarqué. « La femme du miroir avait raison », déclara Helena triomphalement à Maria. « Les passages existent vraiment, tout comme elle l'avait dit. Si cette partie de son histoire est vraie, alors tout le reste doit l'être aussi. » La découverte des passages secrets provoqua une onde de choc parmi le personnel de la maison, mais son impact sur Jeremiah fut encore plus profond. Ces notes de journal de cette période montrent un homme peinant à garder le contrôle d'une situation qui échappait désormais à toute gestion rationnelle. Les délires d'Helena ont conduit à la découverte d'éléments architecturaux dont j'ignorais l'existence dans ma propre demeure, écrivit-il. Le précédent propriétaire n'a jamais mentionné ces passages lors de la vente, et je ne peux qu'en déduire qu'ils furent construits à des fins que je ne saurais comprendre. Cependant, l'interprétation qu'Helena en fait est désormais totalement détachée
de toute explication rationnelle. Elle considère chaque aspect de la maison comme la preuve d'une vaste conspiration dirigée contre les femmes en général et les épouses en particulier. À mesure que les rumeurs sur les découvertes d'Elona se répandaient dans les cercles de commérage de Millbrook, Jeremiah se retrouva confronté à des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre de façon satisfaisante. Pourquoi ignorait-il l'existence de ces passages? Quelle en était la véritable fonction? Et surtout, comment expliquer la troublante coïncidence selon laquelle ces deux épouses avaient dès lors développé des formes quasi identiques de folie, toutes deux centrées sur la même chambre et les mêmes miroirs? La pression s'accrut encore lorsque le père d'Elena, inquiet des nouvelles concernant le comportement de sa fille, arriva de Pittsburgh pour une visite imprévue. Don Carlos Rodriguez était un homme d'affaires avisé qui n'avait pas bâti son empire commercial en acceptant des explications commodes à des problèmes gênants. Sa rencontre avec Elena révéla une femme paraissant parfaitement rationnelle, sauf dans son insistance sur les révélations de la femme du miroir. Et la conversation qui s'ensuivit avec Jeremiah souleva des questions exigeant des réponses immédiates. « Ma fille prétend avoir découvert des preuves d'activité criminelle dans votre maison », informa Don Carlos d'un ton tendu lors d'une réunion en soirée. Elle affirme aussi que son état mental est artificiellement provoqué par des médicaments administrés à son insu. Ce sont des accusations graves qui ne peuvent être écartées sous prétexte qu'elles viennent d'une personne dont on met en doute la santé mentale. Juste au moment où l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans le manoir Hartwell atteignit un nouveau sommet. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passera ensuite, alors que la vérité derrière la folie des 5 épouses commence enfin à émerger. La confrontation entre Don Carlos et Jeremiah Hartwell eut lieu dans la bibliothèque du manoir, une pièce notablement dépourvue de miroirs ou de surface réfléchissante. Elena avait insisté pour être présente, affirmant qu'elle devait consulter son conseillère avant de prendre toute décision importante concernant son avenir. Lorsqu'on l'informa qu'aucun miroir n'était disponible dans la bibliothèque, elle devint agitée et demanda qu'on lui apporte un miroir à main. « Je ne peux pas discuter de sujets importants sans ses conseils », insista Elena. « Elle sait des choses sur cette maison et son histoire que personne d'autre ne comprend. Elle aura essayé de me protéger, tout comme elle a tenté de protéger Margaret. » La réaction de Don Carlos au comportement de sa fille fut très différente de celle des observateurs précédents. Au lieu de rejeter les affirmations d'Elena comme des délires, il commença à poser des questions précises sur les informations qu'elle prétendait recevoir de la femme du miroir. Son approche permit de révéler des détails qui n'étaient jamais apparus lors des examens médicaux du docteur Henley. « Dites-moi exactement ce que cette femme du miroir vous a révélé au sujet des anciens occupants de la maison », demanda Don Carlos. La réponse d'Elena fournit des informations qu'il lui aurait été impossible de connaître, des descriptions détaillées du propriétaire d'origine du manoir, des caractéristiques architecturales antérieures à l'acquisition par Jeremiah et, plus troublantes encore, des informations exactes concernant des transactions financières et des affaires conclues avant son arrivée à Millbrook. Les tentatives de Jeremiah pour expliquer ces révélations comme de simples coïncidences ou des suppositions chanceuses furent moussapées par la précision constante d'Elena. Elle décrivit des associés d'affaires dont Jeremiah ne lui avait jamais parlé, détailla sa correspondance privée avec des investisseurs et, plus choquant encore, donna des comptes rendus précis de conversations tenues dans la bibliothèque des années auparavant, avant même qu'elle n'ait trop mis les pieds dedans la maison. « La femme du miroir voit tout ce qui se passe dans la maison », expliqua Elena. « Elle observe et écoute depuis des années, accumulant des informations sur tous les résidents et visiteurs. Elle connaît les arrangements commerciaux secrets, les registres financiers cachés, la véritable raison pour laquelle Jeremiah a choisi cette maison en particulier comme résidence.
À mesure qu'Helena poursuivait ses révélations, un schéma se dessina, transformant l'enquête d'un cas médical en une affaire criminelle. Les informations qu'elle fournissait suggéraient donc que le manoir Hartwell avait été délibérément choisi pour ses passages cachés et ses capacités d'observation, que la réussite commerciale de Jeremiah reposait sur des informations obtenues par une surveillance secrète de ses invités et concurrents, et, le plus accablant, que ces mariages étaient ennemis des arrangements stratégiques destinés à donner une façade de respectabilité domestique à des activités illégitimes. La discussion du soir fut interrompue par l'arrivée du docteur Henley, convoqué par Jeremiah pour fournir un témoignage médical sur l'état d'Helena. Cependant, la présence de Don Carlos changea la dynamique de ce que Jeremiah avait prévu comme une audience d'internement. Au lieu d'une simple évaluation de l'état mental d'Helena, la réunion se transforma en interrogatoire sur les circonstances entourant la maladie des deux épouses. « Docteur Henley, demanda Don Carlos, selon votre opinion médicale, qu'est-ce qui pourrait amener deux femmes différentes, sans antécédents de maladie mentale, à développer des symptômes presque identiques après avoir vécu au même endroit? » La réponse du docteur Henley révéla à la fois les limites de la médecine des années 1830 et ses soupçons croissants sur l'affaire. Bien que de telles coïncidences soient de rares, admit-il, elles ne sont pas impossibles. Des facteurs environnementaux tels que le stress, l'isolement et l'exposition à certaines substances pourraient théoriquement produire des symptômes similaires chez des individus différents. Cependant, la focalisation spécifique sur les miroirs et les récits constants d'informations reçues à travers les reflets suggèrent soit un délire partagé, soit... « Soit quoi, docteur ?» insista Don Carlos. « Soit la possibilité que les deux femmes aient été exposées à des conditions environnementales similaires, produisant des effets hallucinogènes, les rendant vulnérables à la suggestion et aux faux souvenirs, tout en conservant une apparente normalité dans les autres aspects de leur comportement. » Les implications de cette déclaration pesaient lourdement dans l'air étouffant de la bibliothèque. Si l'état d'Helena avait été artificiellement provoqué, alors la crise mentale de Margaret prenait une signification tout à fait différente. Plutôt que de simples coïncidences tragiques, la folie des épouses devenait la preuve d'une manipulation systématique destinée à discréditer les femmes ayant découvert des vérités menaçant la façade soigneusement construite de Jeremiah. Au fil de la soirée, le comportement d'Helena devint de plus en plus erratique, mais d'une manière qui suggérait la panique plutôt que la démence. Elle demanda à plusieurs reprises un miroir, affirmant qu'elle devait vérifier des détails importants avant de faire de graves accusations. Lorsque ces requêtes furent refusées, elle s'agita et se mit à décrire le contenu de pièces verrouillées et de compartiments cachés dans toute la maison, des informations que Jeremiah affirma qu'elle ne pouvait pas connaître. La crise atteignit son paroxysme lorsque, soudain, Helena se leva et annonça que la femme du miroir lui avait révélé l'emplacement de la preuve qui prouverait tout. Elle mena le groupe jusqu'à la chambre principale où elle les dirigea vers une section du mur derrière la grande armoire. En suivant ses instructions, ils découvrirent non seulement le passage secret que Maria avait trouvé plus tôt, mais aussi un compartiment dissimulé contenant des documents et du matériel qui allait transformer l'enquête en poursuite criminelle. Les documents cachés dans la cavité du mur racontaient une histoire à la fois plus complexe et plus terrifiante que ne l'avait suggéré la femme du miroir. Alors que Don Carlos examinait les papiers à la lumière d'une lampe, la véritable ampleur des activités de Jeremiah Hartwell commença à émerger après des décennies de dissimulation méticuleuse. La première révélation provenait d'un registre relié en cuir contenant des notes détaillées d'activités de surveillance menées depuis les passages cachés. Page après page, des conversations privées, des secrets personnels et des négociations d'affaires étaient consignés à l'insu des participants. Les entrées, écrites de la main distinctive de Jeremiah, révélaient comment il avait utilisé ces informations pour manipuler des affaires, faire chanter des concurrents et obtenir des avantages financiers. 15 mars 1829. Le sénateur Patterson
discute des plans de route ferroviaire dans le salon avec ses associés. Confirmation du passage nord à travers la vallée de Millbrook. Ajustement du portefeuille d'investissement en conséquence. 3 juin 1829. Le juge Dunlap confie à son épouse ses dettes de jeu lors d'une conversation dans leur chambre. Excellent levier pour les prochains procès concernant les forges. Mais les activités de surveillance n'étaient que le début de ce que révélaient les documents cachés. Une seconde collection de papiers, enveloppée dans une toile huilée et dissimulée sous des lames de plancher desserrées, contenait une correspondance avec un certain Dr. Heinrich Zimmermann, un médecin allemand menant ce qu'il appelait des traitements expérimentaux pour l'hystérie féminine dans des institutions privées de Pennsylvanie. Les lettres du Dr. Zimmermann, rédigées en anglais et en allemand, décrivaient un programme systématique destiné à provoquer une instabilité mentale contrôlée chez les femmes, constituant une menace pour les intérêts de leur mari. Les traitements impliquaient des doses soigneusement mesurées de diverses substances, composés mercuriels, dérivés de laudanum et extraits végétaux, produisant hallucinations et désorientation tout en maintenant les patientes physiquement fonctionnelles. La beauté du traitement, écrivait le docteur Zimmermann dans une lettre, est dès que le sujet conserve assez de rationalité pour paraître normal dans les interactions courantes, tout en développant des obsessions et des délires spécifiques qui discréditent toute vérité dérangeante qu'il pourrait révéler. La focalisation sur les miroirs est particulièrement efficace, car elle semble n'être qu'une vanité féminine naturelle, poussée à l'extrême pathologique. Les accusations d'Helena concernant un empoisonnement n'étaient pas des délires paranoïaques. C'étaient des descriptions exactes d'un programme d'empoisonnement systématique conçu pour la rendre folle, tout en donnant l'apparence d'une maladie mentale naturelle. Le médicament contre les maux de tête que Jeremiah lui administrait contenait des doses précisément calculées de substances provoquant des hallucinations visuelles, en particulier lorsqu'elles étaient combinées avec le stress de l'isolement et la pression psychologique de vivre sous une surveillance constante. Margaret Hartwell n'avait pas souffert d'une crise mentale tragique. Elle avait été délibérément empoisonnée lorsqu'elle avait découvert des preuves des activités de surveillance de Jeremiah. Son comportement de plus en plus erratique était le résultat de drogues qui la faisaient voir des images troublantes dans les miroirs, tandis que ses tentatives de communiquer ce qu'elle avait appris étaient volontiers rejetées comme les divagations d'une femme folle. La découverte la plus terrifiante provenait d'un dernier ensemble de documents qui révélait la véritable ampleur des plans de Jeremiah. Il ne s'était pas contenté de mener des activités d'espionnage et de chantage depuis son manoir. Il dirigeait en réalité un véritable réseau de renseignements privés, utilisant sa position sociale et ses relations d'affaires pour recueillir des informations au profit de clients issus de l'élite politique et économique de Pennsylvanie. Les passages secrets du manoir n'étaient pas de simples trous d'espionnage. Ils faisaient partie d'un système élaboré, comprenant des dispositifs d'enregistrement dissimulés, des installations pour copier des documents et des zones de stockage pour des matériaux compromettants. Les mariages de Jeremiah n'étaient pas des unions sentimentales, mais des arrangements d'affaires destinés à lui fournir des hôtesses capables de recueillir des informations lors des événements mondains, tout en demeurant au-dessus de tout soupçon grâce à leur respectabilité apparente. Lorsque Margaret découvrit les preuves de ses activités, Jeremiah utilisa les traitements expérimentaux du docteur Zimmermann pour discréditer ses révélations potentielles. Lorsque Helena commença à poser les mêmes questions, il répéta simplement le même procédé, convaincu que l'ignorance du corps médical quant aux véritables causes de ses symptômes le protégerait de toute enquête sérieuse. La réaction de Don Carlos à ces révélations fut rapide et décisive. En homme d'affaires prospère, lié au monde politique de l'ouest de la Pennsylvanie, il comprit immédiatement que ces documents constituaient la preuve d'une conspiration criminelle à grande échelle. Plus important encore, il réalisa que la vie de sa fille était en danger tant qu'elle demeurait sous le contrôle de Jeremiah. « Helena quittera cette maison ce soir », déclara-t-il à Jeremiah, «
et elle emportera ces documents comme preuve pour les autorités. Docteur Henley, j'imagine que vous allez revoir votre diagnostic concernant l'état de ma fille à la lumière de ces preuves, ajouta-t-il. La réponse du docteur Henley révéla la crise éthique à laquelle sont confrontés les médecins lorsqu'ils découvrent que leurs patients ont été systématiquement empoisonnés par des personnes en qui ils avaient confiance. Si ces documents sont authentiques, dit-il lentement, alors Madame Margaret Hartwell et Madame Helena Hartwell ont été victimes d'un empoisonnement délibéré destiné à simuler la folie. L'état de Madame Helena devrait s'améliorer rapidement une fois que les substances toxiques auront été éliminées de son organisme. La réaction de Jeremiah à cette découverte fut étonnamment calme, celle d'un homme préparé à la possibilité d'être démasqué. « Les documents que vous avez trouvés sont des faux », affirma-t-il. Helena les a fabriqués pendant ses crises délirantes. Cette correspondance avec ce prétendu docteur Zimmerman est pure invention, destinée à nourrir ses fantasmes paranoïaques d'empoisonnement. Je crains que son état mental n'ait progressé au point qu'elle soit désormais capable de créer de fausses preuves, élaborées pour soutenir ses délires. Mais Don Carlos avait anticipé cette défense. Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient à ce que le contenu de ces flacons soit analysé par des chimistes indépendants, répondit-il, en produisant les diverses préparations que Jeremiah administrait à Helena. Et vous n'aurez sûrement rien contre l'idée de faire vérifier l'écriture de ces documents par des experts. La confrontation aurait pu se prolonger indéfiniment si une voix inattendue ne s'était pas fait entendre depuis l'embrasure de la porte de la chambre. Sarah Quinn, la gouvernante en chef qui servait la famille Hartwell depuis plus de 10 ans, entra dans la pièce avec une expression de détermination farouche. « Je ne peux plus garder le silence », annonça-t-elle. « J'ai vu 2 femmes honnêtes détruites par ce qui se passe dans cette maison, et je ne regarderai pas cela arriver encore. Monsieur Rodriguez, votre fille dit la vérité sur tout. J'ai vu le maître administrer les médicaments. Je l'ai vu utiliser les passages pour espionner les invités, et j'ai vu ce que ces traitements faisaient aux dames qui vivaient dans cette chambre. » Le témoignage de Sarah apporta la preuve finale corroborant les dires d'Helena. En tant que gouvernante, elle avait accès à toutes les parties du manoir et avait observé les activités de Jeremiah pendant de nombreuses années. Plus important encore, elle avait été témoin de la déchéance de Margaret et avait reconnu le même schéma se reproduisant chez Helena. « C'est moi qui préparais les médicaments que M. Hartwell donnait à ses 2 épouses, » confessa Sarah, la voix tremblante de culpabilité accumulée. « Il me disait qu'ils étaient prescrits par le docteur Henley, mais je remarquais qu'ils provenaient de flacons sans étiquette, arrivés par des correspondances privées. Quand je lui en ai parlé, M. Hartwell m'a répondu qu'il s'agissait de remèdes expérimentaux venus d'Europe, indisponibles chez les apothicaires locaux. » Le récit détaillé de Sarah révéla la nature méthodique de la tromperie de Jeremiah. Elle expliqua comment il augmentait graduellement les doses de ces mystérieux composés, synchronisant leur administration avec les périodes où ses épouses passaient de longs moments dans la chambre principale. Elle avait observé leur fascination croissante pour les miroirs, leur isolement progressif et leur incapacité grandissante à distinguer le réel de l'hallucination. « Le plus terrible, » poursuivit Sarah, « c'était de les voir tenter d'expliquer ce qu'elles vivaient, tandis que tout le monde rejetait leurs paroles comme des délires. Madame Margaret répétait sans cesse que quelqu'un l'observait à travers les murs, que sa nourriture avait un goût étrange, que les miroirs lui montraient des choses impossibles. Tout le monde disait qu'elle souffrait d'hystérie nerveuse, mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas lorsque Madame Helena a commencé à décrire exactement les mêmes phénomènes. La réputation professionnelle du docteur Henley était désormais en jeu, à mesure que l'étendue de sa participation involontaire au plan de Jeremiah devenait claire. Les médicaments qu'il avait prescrits car pour les maux de tête et les troubles nerveux de ces femmes avaient été remplacés par les poisons de Jeremiah, administrés sous couvert de traitements légitimes. Son diagnostic de folie avait offert la couverture parfaite pour un empoisonnement systématique, permettant à Jeremiah de ruiner la crédibilité de son épouse
tout en conservant la sienne, celle d'un mari attentionné confronté à un drame familial. « Je dois examiner Madame Helena immédiatement », déclara le docteur Henley, sa maîtrise professionnelle vacillant sous le poids de la révélation. Si Elise a été victime d'un empoisonnement chronique aux substances hallucinogènes, il y aura sans doute des preuves physiques pouvant étayer ces accusations. Plus important encore, nous devons commencer un traitement pour neutraliser les toxines encore présentes dans son organisme. Mais même alors que les preuves de s'accumuler contre lui, Jeremiah Hartwell fit preuve du même calcul froid qui avait fait de lui un homme prospère dans les affaires et l'espionnage. Plutôt que de continuer à nier, il adopta une stratégie d'aveu partiel destinée à minimiser sa responsabilité légale. « Vous avez raison », admit-il posément. « J'ai bien mené des activités de surveillance dans cette maison. Les passages secrets ont été installés par le précédent propriétaire, un homme aux intérêts similaires, qui les utilisait pour recueillir des informations sur ses investisseurs et concurrents. Lorsque j'ai acheté la propriété, j'ai simplement poursuivi l'usage de ces installations, car elles offraient des avantages considérables dans mes négociations commerciales. Cet aveu partiel était soigneusement formulé. Il reconnaissait l'espionnage tout en niant les accusations plus graves d'empoisonnement et de conspiration. Jeremiah affirma que ses épouses avaient découvert les passages par hasard et avaient sombré dans la folie sous le choc. Les médicaments, selon lui, étaient bondés des traitements légitimes qui s'étaient révélés inefficaces face à la dégradation de leur état. Margaret est devenue obsédée par l'idée que je l'espionnais personnellement, expliqua-t-il. En réalité, je ne faisais que recueillir des renseignements commerciaux. Son esprit s'est effondré lorsqu'elle a cru que chaque aspect de notre mariage n'était qu'une mise en scène. Hélas, Helena a suivi le même chemin, inventant des théories du complot pour expliquer des activités parfaitement légitimes. Cette explication aurait pu convaincre dans d'autres circonstances, mais la correspondance avec le docteur Zimmermann rendait toute défense impossible. Les lettres du médecin allemand étaient donc trop précises, trop détaillées et trop clairement liées aux symptômes des deux femmes pour être une coïncidence. Don Carlos n'avait aucune intention de le laisser s'échapper par des subtilités juridiques. Ce sont les tribunaux qui détermineront si vos activités relèvent des affaires ou du crime organisé, déclara-t-il. En attendant, Helena sera immédiatement retirée de cette maison et confiée à des médecins qui n'ont pas été compromis par vos mensonges. La confrontation approchait de son dénouement lorsqu'Helena, restée jusque-là silencieuse, parla soudain d'une voix claire et lucide, comme revenue à elle après de longs mois d'obscurité. « La femme du miroir n'est pas partie, » dit-elle calmement. « Elle est toujours là, toujours en train d'avertir ceux qui entrent dans cette maison. Mais maintenant, je la vois clairement, sans les drogues qui troublaient ma vision. Ce n'est pas un reflet, ni un esprit, ni une hallucination. C'est moi, la partie de moi qui essaie de rester rationnelle et observatrice pendant que le reste de mon esprit était lentement détruit. » Cette révélation d'Helena transforma complètement la compréhension de sa condition. La belle femme du miroir n'était autre que son propre subconscient, luttant contre les effets des drogues hallucinogènes en créant une personnalité alternative capable d'observer et de mémoriser les événements avec précision. Les conversations avec son reflet avaient été des dialogues internes entre l'Helena droguée et confuse et l'Helena rationnelle qui essayait de reconstituer la vérité sur sa situation. « Je me souviens de tout maintenant, » continua Helena. « Chaque conversation que j'ai entendue à travers les passages, chaque document que j'ai vu, alors que Jeremiah pensait que j'étais trop désorienté pour comprendre, chaque détail concernant ses arrangements commerciaux et sa correspondance avec le docteur Zimmermann. La femme dans le miroir ne me donnait pas d'informations. Elle m'aidait à me rappeler des informations que j'avais moi-même recueillies, mais auxquelles je n'avais pas accès consciemment à cause des drogues. Les conséquences immédiates du rétablissement d'Helena et de la découverte de la conspiration de Jeremiah provoquèrent des ondes de choc à Millbrook et dans l'ensemble de la communauté d'affaires de Pennsylvanie. Don Carlos ne perdit pas de temps et présenta les preuves aux autorités du comté
tandis que le docteur Henley commençait à documenter le rétablissement d'Helena comme preuve que son état avait été artificiellement induit. Quelques jours après l'arrêt des médicaments de Jeremiah, les symptômes d'Helena commencèrent à disparaître rapidement. Son obsession pour les miroirs s'estompa à mesure que sa clarté mentale naturelle revenait, et sa capacité à distinguer les hallucinations induites par les drogues de la réalité fut entièrement rétablie. Plus important encore, sa mémoire détaillée des informations qu'elle avait recueillies pendant ces mois de conscience altérée fournit aux enquêteurs une image complète du réseau criminel de Jeremiah. Les procédures judiciaires qui suivirent révélèrent de l'ampleur réelle de ce que les procureurs appelèrent la conspiration Hartwell. Les preuves recueillies dans les compartiments cachés du manoir documentèrent des années de surveillance, de chantage et de trafic d'informations ayant corrompu les affaires et les relations politiques dans toute la Pennsylvanie occidentale. Les clients de Jeremiah incluaient des juges corrompus, des politiciens malhonnêtes et des hommes d'affaires sans scrupules qui avaient payé des sommes importantes pour obtenir des informations compromettantes sur leurs rivaux et adversaires. Le destin tragique de Margaret Hartwell prit un nouveau sens lorsque les enquêteurs exhumèrent son corps et procédèrent à des examens post-mortem utilisant les techniques médico-légales les plus avancées disponibles en 1835. Des traces de mercure et d'autres composés toxiques trouvés dans ses restes confirmèrent qu'elle n'était pas morte d'une maladie mentale, mais des effets cumulatifs d'un empoisonnement systématique. Sa mort fut reclassée de cause naturelle à homicide, rendant Jeremiah passible de charges de meurtre, en plus de celles de conspiration et de fraude. L'hôpital de Pennsylvanie pour les aliénés, où Margaret avait passé ses dernières années, coopéra à l'enquête en fournissant des dossiers détaillés sur son état et son traitement. Ces documents révélèrent que Margaret avait conservé des périodes de lucidité tout au long de sa détention, période pendant laquelle elle affirmait constamment que son mari empoisonnait des femmes pour cacher ses activités criminelles. Ces déclarations, auparavant rejetées comme les divagations d'une femme folle, furent désormais reconnues comme des témoignages précis d'une victime de torture chimique délibérée. La décision de Sarah Quinn de témoigner contre son employeur s'avéra cruciale pour l'affaire de l'accusation. Sa connaissance détaillée du fonctionnement quotidien du foyer, combinée à ses observations sur la détérioration des deux épouses, fournit aux enquêteurs une chronologie parfaitement corrélée à l'administration des composés expérimentaux du docteur Zimmerman. Son témoignage révéla également l'existence d'autres victimes de potentiel, invités de la maison et associés commerciaux ayant signalé des symptômes étranges après avoir visité le manoir Hartwell. Le docteur Zimmerman lui-même fut localisé à Philadelphie, où il menait des expériences similaires sur des patients dans un asile privé. Son arrestation conduisit à la découverte d'un réseau plus large de médecins et d'hommes d'affaires qui utilisaient des traitements médicaux comme armes contre les femmes gênantes dans toute la Pennsylvanie et les États voisins. Le scandale, surnommé par la presse la conspiration empoisonneuse, impliqua finalement des dizaines d'hommes influents qui avaient utilisé des tactiques similaires pour réduire au silence leurs épouses, filles et associés commerciales menaçant leurs intérêts. Le procès de Jeremiah Hartwell devint l'un des procès criminels les plus sensationnels de l'histoire de la Pennsylvanie. L'affaire de l'accusation fut renforcée par le témoignage lucide d'Helena sur ses expériences, le récit détaillé de Sarah Quinn sur le fonctionnement de la maison et les nombreuses preuves documentaires trouvées dans les compartiments cachés du manoir. Le plus accablant fut la décision du docteur Zimmerman de coopérer avec les autorités en échange d'une réduction de ses charges, fournissant un témoignage expert sur les effets des composés utilisés pour empoisonner les deux épouses. La défense tenta de présenter Jeremiah comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, affirmant qu'il avait été manipulé par le docteur Zimmerman et d'autres conspirateurs qui l'avaient convaincu que ses épouses étaient réellement mentalement malades.
Cette stratégie échoua lorsque les procureurs présentèrent des preuves montrant que Jeremiah avait initié le contact avec le docteur Zimmerman et avait spécifiquement demandé des traitements produisant des symptômes de folie tout en laissant les victimes physiquement fonctionnelles. Le verdict du jury fut unanime, coupable de toutes les charges, y compris meurtre au premier degré pour la mort de Margaret, tentative de meurtre pour l'empoisonnement d'Helena et multiples chefs de conspiration, fraude et extorsion liées à ses activités de surveillance et de chantage. La sentence du juge refléta la gravité des crimes et leur impact sur la communauté. La peine de mort par pendaison devait être exécutée dans les 30 jours suivant la condamnation. Le rétablissement d'Helena fut complet au moment de l'exécution de Jeremiah en décembre 1835. Elle était retournée dans la maison de son père à Pittsburgh, où elle reprit progressivement ses activités sociales normales et finit par se remarier avec un marchand spécialisé dans l'importation de marchandises d'Espagne. Elle vécut longtemps et en bonne santé, mais ne parla jamais publiquement de ses expériences au manoir Hartwell, au-delà de son témoignage lors du procès. Le manoir Hartwell lui-même devint un symbole des aspects les plus sombres du développement industriel américain et de la vulnérabilité des femmes dans une société qui rejetait facilement leurs préoccupations comme hystérie ou folie. Le bâtiment fut vendu pour régler les dettes de Jeremiah et fut finalement transformé en pension pour cheminots. Les passages cachés furent scellés, les miroirs retirés et la chambre principale divisée en plus petites pièces afin d'éliminer son association avec les événements tragiques. Mais l'héritage de la conspiration Hartwell s'étendait bien au-delà du sort d'un criminel et de ses victimes. L'affaire conduisit à des réformes significatives des lois de Pennsylvanie concernant l'hospitalisation des malades mentaux, exigeant des évaluations médicales indépendantes et une supervision stricte des asiles privés. Elle suscita également une discussion plus large sur l'usage des traitements médicaux comme instrument d'oppression et sur la nécessité d'une meilleure protection des droits légaux des femmes. Le docteur Henley, bouleversé par sa participation involontaire au schéma d'empoisonnement, consacra le reste de sa carrière à l'étude des effets des composés toxiques sur la santé mentale. Ces recherches, financées en partie par des indemnités versées par la succession de Jeremiah, contribuèrent au développement de techniques plus sophistiquées pour détecter l'empoisonnement et traiter ses effets. Il devint également un défenseur des droits médicaux des femmes, soutenant que les patientes devaient en bénéficier de la même qualité de soins et du même respect que les patients masculins. La découverte du véritable destin de Margaret et d'Helena souleva des questions inquiétantes sur le nombre d'autres femmes à travers l'Amérique qui auraient pu subir un traitement similaire aux mains de Maris, père ou tuteur, trouvant pratique de les faire déclarer folles. Les archives historiques de l'époque suggèrent que l'affaire Hartwell n'était pas un incident isolé, mais plutôt un exemple d'un schéma plus large d'abus médicaux qui aurait pu faire des centaines, voire des milliers de victimes, dont les histoires n'ont jamais été examinées. Cette affaire mit également en évidence l'importance de croire les femmes qui rapportent des expériences inhabituelles ou troublantes, même lorsque leurs récits semblent improbables ou contredisent la sagesse conventionnelle. L'insistance de Margaret et d'Helena à dire qu'elles étaient surveillées, droguées et manipulées avait été rejetée comme des symptômes de maladie mentale, alors qu'il s'agissait en réalité de descriptions précises des crimes commis contre elles. Aujourd'hui, le site du manoir Hartwell original est occupé par un petit parc dans ce qui est désormais l'aire métropolitaine de Pittsburgh. Une plaque historique installée en 1985, exactement 150 ans après l'exécution de Jeremiah, commémore les victimes de la conspiration empoisonneuse et rappelle l'importance de protéger les individus vulnérables contre ceux qui exploiteraient sur leur confiance et leur autorité. L'inscription de la plaque se lit simplement « En mémoire de Margaret Dunlap Hartwell, Helena Rodriguez Hartwell et toutes les victimes d'abus médicaux. Leur courage à rechercher la vérité, malgré des obstacles écrasants,
a contribué à établir d'importantes protections légales qui continuent aujourd'hui à sauvegarder les droits des patients. Ce mystère nous montre à quel point les personnes vulnérables peuvent être victimes de ceux qui occupent des positions de confiance et d'autorité, et combien il était crucial d'écouter attentivement lorsqu'une personne rapporte que sa réalité ne correspond pas à ce que les autres s'attendent à ce qu'elle vive. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Ou y aurait-il d'autres victimes dont les récits n'ont jamais été découverts? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce récit et que vous souhaitez d'autres histoires d'horreur comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-le avec quelqu'un qui aime les mystères. À la prochaine vidéo.